Septembre 2020, ça ne vous aura pas échappé, mais on est tous masqués, parfois même dans la rue, selon les villes où on se trouve. Dans l'actualité, le mot Covid-19 reste sur toutes les lèvres et on assiste à une importante remontée du nombre de cas de Covid-19. Dans ce contexte, les tests de dépistage apparaissent toujours comme l'un des meilleurs moyens pour endiguer l'épidémie. Mais quand et comment en sommes-nous arrivés là ? Revenons un peu en arrière. En 2019, à Wuhan, en Chine, de mystérieux cas de pneumonie virale se répandent au sein de la population. Le virus est rapidement isolé et identifié. Il s'agit d'un tout nouveau coronavirus. Il est appelé SARS-CoV-2 et est responsable de la maladie du Covid-19. Ce virus, il appartient à la grande famille virale des coronavirus. On va déjà commencer par s'intéresser aux symptômes de la maladie. Parmi ces symptômes, on va retrouver la fièvre, la toux sèche, une sensation de fatigue, parfois aussi des courbatures, des maux de gorge et des difficultés respiratoires. Alors jusque-là, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau sous le soleil. Ce sont des symptômes communs et c'est ce qui rend le diagnostic du Covid-19 pas si évident que ça. Et les premiers symptômes, c'est le moment d'appeler son médecin qui va vérifier qu'il s'agit bien du Covid-19 en cherchant notamment si par hasard il n'y aurait pas eu de contact avec un cas confirmé. S'il a le moindre doute, il prescrit un test de dépistage pour ne pas risquer de contaminer d'autres personnes. Aujourd'hui, on peut tous aller se faire dépister si on veut, même sans prescription. Mais face à l'afflux des personnes, qui a entraîné une augmentation assez considérable du temps d'attente pour se faire dépister et pour ensuite avoir ses résultats, un ordre de priorité a récemment été établi. Sont prioritaires les personnes qui ont des symptômes, celles qui ont été en contact rapproché avec un cas positif et le personnel soignant. Au début du confinement, ils étaient principalement réalisés par drive ou à domicile. Mais aujourd'hui, c'est uniquement en laboratoire. Armé de son écouvillon, un coton-tige de pas moins de 15 cm à enfoncer dans le nez, le personnel soignant va alors prélever les sécrétions nasales. Ce prélèvement, il va permettre de dire si aujourd'hui, à l'instant T, je suis malade, grâce à une technique de biologie moléculaire, la PCR. Avec la PCR, pour savoir si on est infecté, on va chercher dans les sécrétions nasales et traces du matériel génétique du virus qu'on appelle ARN. ARN, c'est un peu l'empreinte digitale du virus, si on veut. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Mes empreintes digitales ont été enregistrées et ont été associées à mon passeport quand je suis partie le faire. On a donc identifié que ces empreintes étaient associées à une unique personne, moi. Ensuite, quand je vais à l'aéroport pour voyager et que je scanne ma main, le scanner reconnaît mes empreintes digitales et il confirme que c'est bien moi, vu que personne n'a la même empreinte. Eh bien, c'est pareil pour un virus. Le virus du Covid-19 a un ARN qui lui est spécifique et qui est différent de tous les autres virus que l'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'il a un enchaînement spécifique de nucléotides. Si on connaît cet enchaînement, on est capable d'identifier le virus. Et ça tombe bien, parce qu'on a réussi à déterminer cet enchaînement. La PCR va ensuite permettre de scanner les sécrétions nasales pour voir si on y retrouve l'ARN du virus. Cette fameuse empreinte digitale, donc. L'ARN est donc une molécule sous forme de brin qui est composée de 4 unités de base appelées nucléotides. L'adénosine, la cytidine, la guanosine et l'uridine. Ces bases vont s'associer entre elles dans un ordre très précis pour former une séquence de nucléotides spécifiques, qu'on va aussi appeler gènes. Ensuite, en plus de s'associer en chaîne pour former un brin d'ARN, les bases de nucléotides sont aussi capables de s'associer par deux pour former des paires de bases de nucléotides. Les bases ne vont pas s'apparier aléatoirement, mais vont s'associer de façon complémentaire. Une adénosine ne pourra former une liaison qu'avec une uridine et une guanidine ne pourra former une liaison qu'avec une cytidine. La PCR va donc permettre de photocopier un brin d'ARN déjà existant pour synthétiser son complémentaire grâce à une protéine qu'on appelle la polymérase. Dans le cas des tests de dépistage, la PCR va permettre d'augmenter le nombre de copies du virus qu'il y a dans les sécrétions prélevées pour que la quantité de virus soit suffisante pour être détectée par la machine. Parce que oui, toutes les étapes de la PCR sont réalisées dans une machine. Imaginez que notre brin d'ARN, c'est un rail de chemin de fer en travaux.
On dit à notre ouvrière, qui est ici la polymérase, qu'il n'y a qu'un seul des deux rails de la ligne qui est fini et qu'on a besoin de construire le deuxième. Elle arrive alors avec son petit wagon chargé de tous ses outils, prête à se retrousser les manches et à se lancer dans les travaux. Sauf qu'elle se rend compte assez rapidement que ça va être compliqué de positionner ces 4 roues sur un seul rail. Hop, ni une ni deux, on lui rajoute une petite plateforme pour qu'elle se pose et commence à travailler. Et bien cette plateforme, en biologie, on va l'appeler amorce. L'amorce, c'est en fait une petite séquence de nucléotides qu'on met au début pour indiquer à la polymérase où il faut commencer la synthèse. Dans notre tube, on va mettre le matériel génétique, les amorces, les nucléotides et la polymérase. Ici, la polymérase est appelée Taq polymérase. Elle est spécifique à la PCR car elle est capable de résister à de très hautes températures et c'est indispensable, on va le voir. Vous mélangez le tout, vous mettez votre mix dans la machine et vous la laissez faire le reste. Pour simplifier, on va dire que dans notre mix, on a un unique virus et donc une seule molécule d'ARN. On commence par chauffer le mix à 95 degrés pour séparer les deux brins. Ensuite, on redescend à une température entre 50 et 65 degrés pour permettre aux amorces de se fixer sur les brins. Une fois fixée, la Taq saura où il faut commencer la synthèse. Ensuite, on remonte à 70 degrés, qui est la température où la Taq travaille le mieux. Elle se fixe sur l'amorce et peut commencer la synthèse du brin complémentaire. Après ce premier cycle, on voit qu'à partir d'une seule molécule d'ARN, on obtient 2 copies identiques. Pour résumer, la PCR c'est un peu comme une photocopieuse à ARN. Le but est d'augmenter la quantité de copies de virus présentes initialement dans les sécrétions nasales pour que la quantité soit suffisamment importante pour être détectée par la machine. S'il y a bien de l'ARN viral dans vos sécrétions, alors la machine pourra photocopier cet ARN et vous dire à la fin que vous êtes bien Covid+. Vous êtes donc infecté et un isolement s'impose. Après avoir abordé les tests de dépistage, on va à présent vous parler des tests sérologiques. En effet, bien qu'ils soient actuellement non remboursés, il nous est possible de réaliser ces tests et nous allons donc essayer de vous expliquer comment ils fonctionnent et pourquoi ils sont utiles. Alors pour comprendre la raison pour laquelle on recherche des anticorps, on doit d'abord vous faire quelques petits rappels sur le fonctionnement de notre système immunitaire. Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails de ces mécanismes, mais poser quelques bases pour que vous compreniez un peu sur quels principes reposent ces tests. Lorsqu'un virus, ou n'importe quel corps étranger, pénètre dans votre organisme, ce dernier va vouloir se défendre afin de l'éliminer. Quand un intrus rentre dans ta maison et veut s'installer chez toi sans y être invité, t'as envie de le chasser. C'est normal. Les gardiens de notre organisme, ce sont les globules blancs. C'est la première barrière rencontrée par le virus. C'est ainsi que des anticorps, prévenus de la présence du virus, vont être sécrétés et le combat entre virus et anticorps peut alors commencer. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les anticorps, leur production, leur rôle, leur structure, etc. Mais on va essayer d'aller droit à l'essentiel. Les anticorps sont des cellules spécifiques à un antigène donné. L'antigène, c'est une structure présente sur n'importe quelle cellule et qui est spécifiquement reconnue par un anticorps. Schématiquement, c'est comme si l'anticorps c'était la clé, la cellule c'est la porte et l'antigène la serrure. La structure de la clé est spécifique à la serrure. Chaque anticorps va ainsi posséder un site de liaison à l'antigène qui sera appelé partie variable de l'anticorps. Si je reprends l'exemple de notre clé, la partie variable, c'est l'embout qui sera différent pour chaque clé. Et comme chaque clé a sa serrure, chaque virus a son anticorps. Bon alors, tout ça, c'est bien beau. Mais concrètement, comment l'anticorps s'y prend-il pour combattre le virus ? En réalité, il y a plusieurs manières. Mais pour simplifier, on va dire que c'est en empêchant le virus de se fixer sur sa cellule cible. En effet, le virus, grâce à ses antigènes, est capable de se fixer sur une cellule et de l'infecter. L'anticorps, en se fixant à l'antigène, va empêcher cette fixation. En principe, les personnes ayant déjà rencontré le virus sont ainsi dites immunisées et sont relativement protégées contre d'éventuelles futures attaques.
Bon alors, après ces rappels sur le système immunitaire, on peut rentrer dans le vif du sujet et parler des tests sérologiques qui reposent sur des techniques d'immunohistochimie. Le mot est un peu barbare, je vous le concède, mais je vous promets qu'après ce que je viens de vous expliquer juste avant, ça ne va pas être trop compliqué à comprendre. Les tests sérologiques sont réalisés à partir d'échantillons sanguins et tout commence donc par une prise de sang dans un laboratoire d'analyse. À partir de cet échantillon sanguin, on va rechercher la présence d'anticorps spécifiques du Covid-19. Sur une plaque 96 puits, et ne me demandez pas pourquoi 96 parce que je sais pas, des antigènes du virus sont déposés au fond de chaque puits. Souvenez-vous, ces antigènes sont capables d'être reconnus par un anticorps spécifique du virus. Cet anticorps va être appelé anticorps primaire. Cet anticorps primaire peut être reconnu par un autre anticorps, un anticorps anti-anticorps primaire appelé anticorps secondaire. Là, vous devez être en train de vous dire, c'est quoi ce charabia ? Eh bien, je vous ai dit qu'un anticorps pouvait être dirigé contre tout type de cellules, et pas uniquement contre des intrus ou des corps étrangers. Ainsi, on est capable de designer en laboratoire un anticorps secondaire qui va spécifiquement se lier à l'anticorps primaire. Pourquoi faire, me direz-vous ? Eh bien, sur cet anticorps secondaire, on a fixé une enzyme qui, une fois liée à une protéine appelée substrat de l'enzyme, est capable de provoquer une réaction colorée dans le puits. Plus la couleur est intense, plus le taux d'anticorps secondaire est élevé et plus le taux d'anticorps primaire est élevé. Concrètement, en plaçant le prélèvement de sang d'un patient dans le puits, puis l'anticorps secondaire, suivi du substrat de l'enzyme, on est capable de dire si dans son sang il y a des anticorps et combien il y en a. Bien sûr, c'est une machine qui va quantifier tout ça parce qu'on ne va pas s'amuser à évaluer l'intensité de toutes ces couleurs à l'œil nu. Ceci étant dit, il y a autre chose que je dois vous expliquer. Vous avez sûrement entendu que contrairement aux tests de dépistage, les tests sérologiques étaient réalisés un certain temps après l'apparition des premiers symptômes. Mais pourquoi ? On va prendre l'exemple du virus de la grippe, virus qu'on connaît bien, contrairement au fameux Covid-19. Entre le moment de l'infection et l'apparition des anticorps dans le sang, il s'écoule un délai de 6 jours. Cela veut dire que pour détecter d'éventuels anticorps, il faut réaliser le test au moins après le 6e jour. Avant, on ne trouvera rien et le test pourrait donc être mal interprété. Ces anticorps vont ensuite persister dans la circulation sanguine. Dans le cas du Covid, on estime ce délai à environ une dizaine de jours. Si vous êtes positif aujourd'hui, cela voudrait donc dire que vous avez été malade il y a environ 2 semaines. Bon alors, vous pouvez peut-être vous poser la question et ce serait légitime. On a été malade, on est guéri, tout va bien, pourquoi aller s'embêter à réaliser un autre test ? Une personne malade peut potentiellement en contaminer 3 en moyenne. Et donc, l'épidémie peut se propager dans la population. En revanche, si le virus tombe sur une personne immunisée, celle-ci ne va pas tomber malade et ne va donc contaminer personne. La propagation va donc être ralentie et maîtrisée. Les immunisés, s'ils sont assez nombreux, protègent les non-immunisés. C'est l'immunité de groupe. Et vous comprenez maintenant pourquoi c'est important de connaître le taux d'immunisation dans la population. Si on s'approche de la fameuse barre des 60%, on est en mesure de dire que la propagation de l'épidémie va s'arrêter. En matière de santé publique, les tests sérologiques sont par conséquent des outils puissants d'aide à la décision. Alors à l'heure actuelle, tout le monde peut réaliser un test sérologique. Il suffit de vous présenter au laboratoire et de dire à la personne à l'accueil que vous avez envie de vous faire tester. Et en théorie, s'il n'y a pas trop de monde, on devrait vous le faire immédiatement et vous devriez avoir les résultats sous 48 heures. C'est un test qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale et qui coûte environ 28 €. Alors ma sœur et moi, on s'est prêtés au jeu et on a réalisé ce test sérologique et nous avons été testés. Bam bam, je te laisse annoncer. Négatif. Oui. On n'a jamais eu le Covid, donc on l'a fait, c'était beaucoup par curiosité en fait, parce qu'on a eu des symptômes à un moment donné pendant l'hiver, et on s'est dit pourquoi pas puisqu'on est là, et c'était négatif, donc nous n'avons jamais eu le Covid. Moi j'étais persuadée de l'avoir eu. Pourquoi je pensais l'avoir eu ? En plus j'ai même pas été super malade, j'étais fatiguée, j'avais mal à la gorge. Mais tellement on nous parlait de Covid tout le temps, pour moi mal de gorge et fièvre c'était forcément ça. Mais non !
Cette vidéo est notre toute première à ma sœur et moi et elle nous a pris beaucoup de temps. C'est peu de le dire, croyez-moi, donc n'hésitez pas à nous apporter votre soutien si vous avez apprécié avec un j'aime et un abonnement.